Quand la violence nous apprend à nous méfier les uns des autres et de nous-mêmes. Quand nos expériences passées deviennent des prophéties relationnelles. On sait comment les gens sont. Il ne faut jamais faire confiance trop vite. L'homme est un loup pour l'homme. Les gens finissent toujours par trahir. Quand quelqu'un a déjà menti, il mentira encore. Quand une personne a déjà failli, elle ne sera jamais vraiment digne de confiance. Quand une relation commence trop bien, c'est sûrement que quelque chose va finir par foirer. Et parfois, ce n'est pas seulement des autres que l'on se méfie. On se méfie aussi de soi-même. J'ai déjà mal choisi une fois, donc je ne peux plus faire confiance à mon jugement. J'ai déjà échoué, donc peut-être que je ne suis pas fait ou faite pour ça. Je n'ai pas réussi du premier coup, donc j'ai tout raté. Si je suis blessée, c'est peut-être que je suis trop sensible. Si je suis en colère, c'est peut-être que je suis injuste. Si j'ai besoin de repos, c'est sans doute parce que je suis paresseux ou paresseuse. Et si je ne me fais pas violence, alors je ne changerai jamais. À force de vivre dans un monde qui nous apprend à nous protéger, nous pouvons finir par aborder chaque situation avec un procès déjà ouvert. Avant même que l'autre n'ait parlé, nous avons déjà une hypothèse. Avant même que l'expérience se déroule, nous avons déjà vécu le scénario. Avant même que la relation existe vraiment, nous cherchons déjà des preuves qu'elle pourrait nous blesser. Et si le paradigme de la violence ne nous apprenait pas seulement à nous défendre, mais qui nous apprenait aussi à regarder le monde à travers des filtres qui condamnent avant même la rencontre? La méfiance. Et si on osait en parler autrement? Bienvenue dans Le bonheur à la vie à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant ses ressources sans se renier ni s'ignorer. Je suis Victoria Bonheur, accompagnatrice en élévation personnelle, tisseuse d'élan fluide et de clarté. Ce podcast est un espace de réflexion sans injonction pour celles et ceux qui veulent vivre autrement, avec plus de justesse, plus de paix, plus de présence. Dans cet épisode intitulé « Quand la violence nous apprend à nous méfier les uns des autres et de nous-mêmes », on poursuit notre série consacrée au thème « Sortir du paradigme de la violence ». Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de la violence ordinaire, des mots qui nous apprennent à vivre en guerre, de la souffrance érigée en preuve de mérite, de ce que la violence transmet de génération en génération, de l'attaque utilisée comme défense et de ce que la précarité, l'urgence et l'insécurité prolongée font à nos corps, à nos liens et à notre capacité de penser clairement. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une autre conséquence, plus insidieuse mais profondément structurante. Ce que la violence fait à notre manière d'entrer en relation. Pas seulement au moment où quelqu'un nous blesse, ni même au moment où une tension éclate, mais bien avant. Avant la conversation, avant l'engagement, avant la confiance, avant même que l'autre ait réellement eu l'occasion de nous montrer qui il ou elle pouvait être. Parce que quand le monde nous a appris que les liens peuvent blesser, nous n'abordons pas toujours la rencontre comme si c'était une page blanche. Nous arrivons souvent avec nos souvenirs, des on-dit, des expériences passées, des peurs héritées, des récits culturels, des catégories toutes faites. Et sans nous en rendre compte, nous ne rencontrons plus seulement l'autre, mais nous nous confrontons à tout ce que nous avons appris à craindre à travers lui. Un a priori n'est pas systématiquement négatif, et tous les filtres que nous avons ne sont pas toujours nés de la méchanceté humaine. C'est souvent une tentative de protection. Notre système essaye d'aller vite, de repérer les différents degrés de risque, de reconnaître ce qui pourrait ressembler à une menace. Il cherche à éviter la prochaine blessure, la prochaine humiliation, le prochain abandon, la prochaine trahison. Alors il s'appuie sur ce qu'il connaît, ce que nous avons vécu, ce qu'on nous a dit, ce que d'autres ont raconté, ce qui était de notoriété publique, ce que les médias, les films, les séries, les livres, les conversations familiales, les commentaires sur les réseaux sociaux ont fini par installer en nous. Et à partir de là,
nous pouvons commencer à juger très vite sur une apparence, une origine, un genre, une orientation sexuelle, une manière de parler, une classe sociale, un métier, une façon de s'habiller, une réputation, une ressemblance avec quelqu'un qui nous a déjà fait du mal par le passé. On croit voir la personne, mais il est possible qu'on voit d'abord le filtre. Et ce filtre, il a une histoire. Il nous a sans doute déjà protégés. Il nous a aidés à ne pas refaire confiance trop vite. Il nous a permis de repérer des signaux qui comptaient vraiment pour nous. Mais un filtre qui a été utile dans un contexte peut devenir injuste dans un autre. C'est là toute la difficulté des interactions humaines. Parce que la question n'est pas faut-il être naïf et faire confiance à tout le monde? Non. La question serait plutôt en quoi ce que je vois appartient vraiment à la situation présente? Ou qu'est-ce que je regarde dans cette situation à travers une ancienne peur qui cherche à se confirmer? Le paradigme de la violence nous apprend parfois à transformer nos expériences passées en prophéties. Quelqu'un nous a trahis, alors les gens trahissent. Quelqu'un nous a humiliés, alors les autres finiront toujours par trouver où appuyer pour nous blesser. Quelqu'un nous a abandonnés, alors tout éloignement devient le début d'un départ. Il est arrivé qu'on nous mente, alors toute zone floue devient un mensonge en préparation. Et parfois, cela devient également des étiquettes qui figent dans notre esprit la nature des gens par rapport à leur comportement ponctuel jugé négatif. Quelqu'un a déjà failli, donc il ou elle ne sera plus jamais fiable à nos yeux. Une personne a déjà commis une erreur, donc cette erreur devient son identité. Quelqu'un nous a déjà blessés, donc tout ce que il ou elle fera ensuite est relu à partir de cette blessure. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut effacer les faits. Oui, certaines trahisons sont graves, certaines récurrences doivent nous alerter. Certaines personnes ont montré qu'elles ne savaient pas ou ne voulaient pas respecter nos limites. Et parfois, la décision juste est de prendre de la distance, voire de couper le lien. Mais il y a une différence entre prendre acte d'un comportement et condamner définitivement toute personne, toute catégorie de personnes ou toute possibilité de relation à partir de cet événement lié à ce comportement. Quand le paradigme de la violence nous a appris que la moindre faille pouvait coûter cher, nous pouvons finir par traiter chaque faille comme une condamnation définitive. C'est le tout ou rien. Soit tu es fiable, soit tu ne l'es pas. Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Soit tu es bon ou bonne, soit tu es mauvais ou mauvaise. Soit je peux te faire confiance entièrement les yeux fermés, soit je dois me méfier complètement de tout ce que tu dis et de tout ce que tu fais. Soit j'ai réussi, absolument tout, soit j'ai tout raté. Soit je suis un super-héros, soit je suis nul. Le tout ou rien donne parfois une impression de sécurité parce qu'il fait des coupes franches, des raccourcis, qui nous donnent la sensation de simplifier le monde. Mais il est souvent violent parce qu'il ne laisse presque aucune place au contexte, à l'apprentissage, à la réparation, à l'évolution, à la nuance. Et surtout, il nous enferme dans des relations où on ne cherche même plus à comprendre ce qui se passe, ni même à comprendre l'autre. On classe, on tranche, on condamne, on anticipe, on attend la preuve. Et parfois même quand tout se passe bien, on n'arrive pas à se détendre parce que on attend le moment où ça va foirer. C'est fatigant cette façon de fonctionner parce que quand la relation va mal, on souffre, mais quand elle va bien, on ne se repose pas vraiment non plus. On reste vigilant, voire même hyper vigilant. On surveille, on se dit pour l'instant ça va, pour le moment il ou elle se comporte bien, j'en viens même à me dire qu'il ou elle a l'air sincère, mais on verra combien de temps ça dure, parce que je connais les gens. Ça finit toujours par ressortir, il y a toujours un moment où ça finit par casser. Et au moindre décalage, le scénario se réactive. Un message sans réponse devient une preuve, une maladresse devient une révélation, une fatigue devient du désintérêt, une remarque devient une attaque, un désaccord devient un signe que la relation n'était pas si sûre qu'on le pensait. Et on n'y voit plus un événement,
on y voit la confirmation d'une prophétie. Je le savais, je l'avais senti, j'aurais dû me méfier, les gens sont tous pareils. Mais parfois, ce que l'on appelle intuition est aussi une peur très entraînée. Je ne dis pas cela pour discréditer l'intuition. Au contraire, je crois profondément que nous recevons des informations fines, parfois même avant même de savoir les expliquer. Le corps capte, le cœur perçoit, une part de nous sait attirer notre attention là où il y a quelque chose d'important à regarder. Mais l'intuition, ce n'est pas de la panique. L'intuition n'est pas toujours l'ancien scénario qui revient en criant plus fort que le présent. Une intuition peut nous inviter à observer, à clarifier pour réajuster, à ralentir, à vérifier en posant des questions. La peur, elle, nous invite à conclure tout de suite. Et dans une vie relationnelle apaisée, il est précieux d'apprendre à distinguer ce que je sais, ce que je ressens, ce que je suppose, ce que je crains et ce que mon histoire ajoute à la scène. Parce que non, ce ne sont pas les mêmes informations. Quand nous sommes méfiants ou méfiantes, nous jouons au jeu des devinettes. Nous essayons de devancer les intentions de l'autre. Il a dit ça, donc il voulait sûrement me rabaisser. Elle n'a pas répondu, donc elle s'en fiche. Il a posé cette question, donc il cherche à me piéger. Elle a oublié ce détail, donc je ne compte pas vraiment à ses yeux. Il a changé de ton, donc quelque chose se prépare. Elle ne me relance pas, donc elle veut me faire comprendre que je la dérange. Et peu à peu, nous construisons des réalités parallèles entières à partir d'indices parfois très minces. Sauf que la relation n'est pas censée être une enquête policière ouverte à chaque interaction. Bien sûr, il est important d'observer les faits. Il est utile de repérer les incohérences. Il y a des signaux à écouter. Et il faut savoir ne pas s'entêter aveuglément quand une situation hors cadre se répète. Mais il y a une différence entre observer et deviner. Observer, c'est rester en contact avec ce qui se passe. Deviner, c'est essayer de remplir les blancs avec nos blessures. Et ce qui complique encore les choses, c'est que l'autre n'a pas toujours le même référentiel que nous. Pour moi, répondre vite peut être une preuve de considération. Pour l'autre, répondre quand il ou elle est réellement disponible est une manière de préserver la qualité de sa présence. Pour moi, poser beaucoup de questions, ça peut sembler intrusif. Pour l'autre, c'est peut-être une manière de montrer son intérêt. Pour moi, ne pas relancer signifie abandonner. Pour l'autre, c'est peut-être respecter mon espace. Pour moi, parler directement peut sembler brutal. Pour l'autre, c'est peut-être être clair. Pour moi, prendre du temps avant de décider peut ressembler à de la fuite. Pour l'autre, c'est réfléchir sérieusement à la proposition qui a été faite. Ce que je reçois comme un manque de respect peut alors être un décalage de référentiel. Ce que je lis comme une menace peut parfois être une différence de code. Ce que j'interprète comme une intention peut parfois être une maladresse, une habitude, une peur de l'autre ou une manière différente d'habiter la relation. Et là encore, nuance. Oui, parfois, l'autre pose réellement problème. Oui, parfois, il y a une violence, une négligence, de la mauvaise foi, un manque de respect. Et parfois, oui, il faut arrêter d'expliquer l'inacceptable par un simple décalage de référentiel. Mais il arrive que ce ne soient pas les faits qui parlent le plus fort. Ce sont nos filtres. Et quand un filtre ne nous permet plus de voir avec justesse, il ne sert plus simplement à nous protéger, il commence à nous enfermer. On va parler aussi de la méfiance envers soi-même, celle qui s'installe quand nous avons internalisé des critiques, des injonctions, des maximes violentes que l'on a fini par prendre pour des évidences. Si tu ne sais pas faire, n'essaye même pas. Si tu n'as pas réussi du premier coup, c'est que tu as tout raté. Si tu te reposes, c'est que tu es un ou une paresseuse. Si tu es en colère, c'est que tu es quelqu'un d'agressif. Si tu refuses de partager, c'est que tu es égoïste. Si tu n'arrives pas à avancer, c'est qu'il faut te faire violence. Un bon coup de pied au derrière, c'est tout ce qu'il te faut. Pour réussir, il faut se dépasser.
Pour être digne, il faut tenir, même quand c'est trop dur. Pour changer, il faut se brusquer. Pour être aimé, il ne faut pas trop déranger. À force, nous ne nous demandons plus seulement qu'est-ce que je ressens. Nous nous demandons est-ce que j'ai le droit de ressentir ça? On ne se demande pas seulement de quoi est-ce que j'ai besoin. On se demande est-ce que ce besoin est légitime ou est-ce que je ne suis pas trop exigeant ou exigeante? On ne se demande pas est-ce que cette situation me convient? On se demande est-ce que je suis injuste de dire que cette situation ne me convient pas? Et souvent, quand il faut choisir entre soi et les autres, eh ben, la plupart du temps, on choisit les autres. J'en parle d'ailleurs plus largement dans l'épisode Le corps, notre partenaire de vie. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment cette mécanique s'inscrit dans le paradigme de la violence. On choisit les autres, non pas par grandeur d'âme, ni toujours par amour, mais parce qu'on a appris que se choisir soi-même était suspect. Comme si nous étions notre propre ennemi. Et c'est là que le bas blesse profondément. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on considère comme un ennemi, pas même quand ce quelqu'un, c'est nous-mêmes. Si je me traite comme un danger à contrôler, je ne peux pas m'écouter sereinement. Si je considère mes émotions comme des sabotages, je ne peux pas entendre ce qu'elles essayent de m'indiquer. Si je vois mon besoin de repos comme une menace qui vient abaisser ma valeur, je vais me pousser à bout jusqu'à m'abîmer. Si je pense que ma colère est forcément une faute, je risque de passer à côté de ce qu'elle me signale comme étant une limite franchie ou les options d'ajustement de la situation qui ne me convient pas. Si je crois que me respecter revient à trahir les autres, je vais continuer à me choisir en dernier jusqu'à me perdre en route. Sortir du paradigme de la violence, c'est donc aussi réapprendre à ne plus se traiter comme une personne suspecte à surveiller et à commencer à se considérer comme un allié avec bienveillance, compassion et soutien. Car cette méfiance, qu'elle vise les autres ou nous-mêmes, ne vient pas uniquement de nos expériences personnelles effectives. Elle est aussi nourrie par les récits que nous consommons. Et là, je vais mettre les pieds dans le plat, n'en déplaise à certains, mais j'ai souvent l'association que beaucoup de séries contemporaines, notamment disponibles sur les plateformes de streaming, mettent en scène un monde relationnel profondément abîmé. Les couples se mentent, se trompent, se dénigrent, se ruinent entre eux. Les familles se manipulent, les enfants méprisent leurs parents, les parents détruisent les enfants en prétendant les aimer, les managers broient mentalement leurs collaborateurs à grand renfort de compétition, de pression, d'humiliation et de guerre d'ego. Les amitiés deviennent des lieux de rivalité. Les secrets explosent, les alliances cachent des intérêts, les personnages se trahissent dès que la situation devient tendue. Alors bien sûr, toutes les œuvres ne racontent pas cela, heureusement. Il existe encore quelques récits qui montrent la loyauté, la coopération, la réparation, l'amitié, la progression collective. Et j'ai même souvent l'impression que certains shonen, malgré leur combat, valorisent davantage la force du lien, de l'équipe, de l'engagement et de la fidélité à une valeur que beaucoup de séries dites entre guillemets adultes. Mais quand nos imaginaires sont saturés de trahison, de cynisme, de dénigrement, de manipulation et de rapports de force, cela finit par influencer ce que nous considérons comme réaliste. Le cerveau ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. On nous dira parfois, c'est comme ça la vraie vie, les gens sont comme ça, il faut pas rêver, tout le monde a quelque chose à cacher. Et petit à petit, la confiance paraît naïve, la coopération semble une utopie fragile, la loyauté passe comme une vertu exceptionnelle, le respect mutuel a l'air presque trop beau pour être crédible. Le problème n'est pas qu'une fiction montre de la trahison. La trahison, ça existe. Le mensonge aussi. Les rapports de force, oui. Il serait absurde de prétendre l'inverse. Le problème, c'est quand
la trahison devient l'horizon relationnel par défaut, quand l'humain est presque toujours présenté comme quelqu'un qui finira par nuire, manipuler, dominer, abandonner ou détruire. À force de voir l'humanité représentée sous l'angle de la menace, nous pouvons finir par entrer dans nos propres relations avec cette fatigue et cette méfiance. Comme si une part de nous disait « je sais déjà comment ça va finir ». Alors, concrètement, comment sortir de là? Il n'est pas question de décider naïvement que tout le monde est bon, tout le monde est gentil, tout le monde est sincère, etc. Non. Mais peut-être qu'en acceptant de remettre un nouveau filtre, quand l'ancien ne nous permet plus de voir clairement, nous autoriser à envisager une autre possibilité, surtout quand une situation ne nous convient pas, c'est parce qu'il existe d'autres possibilités. Et des fois, oui, l'autre pose problème, par un comportement irrespectueux, une parole incohérente, des actes qui se répètent, des engagements qui ne tiennent pas. Et dans ce cas, il faut savoir le reconnaître. Mais parfois, ce sont nos filtres aussi qui demandent à être regardés. Ce que je vois révèle-t-il d'un fait ou d'une interprétation? Qu'est-ce que je sais vraiment? Qu'est-ce que je suppose? Qu'est-ce que je crains? Qu'est-ce que mon passé ajoute à la scène? Est-ce que je suis en train de répondre à cette personne ou à quelqu'un d'autre à travers elle? Y a-t-il plusieurs façons d'aborder cette situation? Et si oui, laquelle me blesse et laquelle me permet de mieux la vivre? En quoi suis-je en train de protéger ma dignité ou de condamner l'autre avant d'avoir clarifié la situation? Quelles questions puis-je poser pour clarifier mon interprétation avant de tirer une conclusion? Quels événements puis-je vérifier avant de me fermer? Qu'est-ce que ce malaise que je ressens m'invite à ajuster sans en faire immédiatement une sentence contre l'autre? Ces questions ne sont pas là pour nous faire douter de nous. Elles sont là pour remettre de la conscience là où la peur voudrait automatiser la réponse. Parce que même quand il y a la sensation que l'autre pose problème, la construction de la relation se fait étape par étape. Il y a des ajustements qui peuvent être faits. Nous, on peut évoluer, les autres peuvent évoluer aussi. Et quand il est question de sortir du paradigme de la violence, c'est pas uniquement de se dire je deviens incapable de jauger un événement, c'est surtout apprendre à juger avec plus de justesse pour éviter de confondre prudence et condamnation, discernement et suspicion permanente, intuition et scénario de peur. Ne pas confondre non plus l'erreur et l'identité d'une personne, que ce soit les autres ou nous-mêmes. Et surtout, ne pas confondre une expérience passée avec une loi universelle. Si tu sens que cet épisode te parle, pour X raisons, peut-être parce que tu reconnais en toi une certaine tendance à aborder des relations avec une crainte déjà installée, ou que tu sens que tu attends parfois la faille, la trahison, ou le moment où ça va forcément foirer. N'hésite pas à liker cet épisode et à t'abonner au podcast pour suivre la suite de cette série. Tu peux aussi me laisser un commentaire pour me dire ce que ce sujet vient activer en toi. Parce que ça peut être un filtre que tu as longtemps pris pour une vérité ou une situation que tu as envie désormais d'apprendre à regarder autrement. Et si tu connais quelqu'un qui confond parfois prudence et fermeture, parce que cette personne-là a tellement appris à se méfier qu'il ou elle ne sait plus comment envisager une relation sans attendre le pire, eh bien tu peux lui partager cet épisode. Parce que parfois, restaurer la confiance commence simplement par reconnaître le filtre à travers lequel nous regardons la situation. Avant de clôturer cet épisode, j'aimerais revenir sur les points essentiels. Quand la violence devient familière, elle ne nous apprend pas seulement à nous défendre. Elle nous apprend parfois à prévoir la trahison, à chercher la faille, à condamner tôt pour ne pas souffrir plus tard. Comme on dit en créole, plita plitris, n'est-ce pas? Donc,
L'idée, c'est effectivement de se rendre compte que parfois, on lit l'autre à travers ce que nous redoutons. On apprend à lire notre ressenti à travers ce que nous avons appris aussi à mépriser. Mais nous ne sommes pas obligés de garder les mêmes filtres toute notre vie avec les mêmes personnes. Nous pouvons apprendre à nous demander si ce que je vois là est ce qui existe ou est-ce que ce que je vois, c'est ce que j'ai peur de revivre. Nous pouvons aussi apprendre à reconnaître quand il y a un signal, quand il y a une ancienne peur, quand il y a un décalage de référentiel, une limite à poser, ou peut-être une clarification ou une remise en question à opérer avant de condamner ni la relation, ni l'autre, ni nous-mêmes. Nous pouvons apprendre à ne plus faire du passé une prophétie obligatoire. Et peut-être qu'à partir de là, une autre manière d'entrer en relation devient possible. Pas une relation naïve, sans limite, où on excuse tout, mais une relation où on accepte de voir l'autre comme un être à rencontrer et pas seulement comme un risque à anticiper ou à absorber. Et une relation à soi où on cesse peu à peu de se traiter comme si on était un ennemi intérieur à discipliner. Dans le prochain épisode, je t'invite à poursuivre cette réflexion avec un sujet très lié, mais différent. Pourquoi la gentillesse est-elle devenue suspecte quand la douceur éveille la peur d'être manipulé, redevable ou naïf? Parce qu'après avoir parlé des différents filtres de méfiance, il sera temps de regarder ce qu'ils font à l'une des expériences humaines les plus simples en apparence et pourtant parfois les plus difficiles à recevoir, la gentillesse. Merci encore d'être entré dans cette bulle avec moi. Je t'encourage à partager cet épisode si tu sens que ça peut aider quelqu'un que tu connais à renouer avec le bonheur et la joie. Si ce sujet t'a plu, n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant à Victoria Porte-Bonheur, en laissant un like sous cette vidéo et un commentaire si tu as une remarque, si jamais il y a quelque chose qui a particulièrement résonné pour toi ou si tu as une question à poser. Tu peux également me retrouver dès maintenant sur Instagram via Victoria Porte-Bonheur. Parce que le bonheur n'est pas un luxe, c'est un appel à l'alignement de soi, à la vie, à la mort. C'était Victoria Bonheur, dans le bonheur, à la vie, à la mort. Le podcast où on se choisit en optimisant nos ressources, sans se renier ni s'ignorer. À bientôt!